La séquence suivante qui parle de renforcer, parce que le président Bouabdallah tout à l'heure nous a montré la trajectoire de l'université de Lyon. Ça décoince, hein, ça va mieux, une petite bourde comme ça. Le président Bouabdallah nous a parlé de la trajectoire avec cette petite vidéo assez époustouflante sur tout ce qui a été traversé en étapes positives ces dernières années. D'une certaine manière, le projet IDEX s'appuie aussi et s'inscrit aussi dans une trajectoire parce qu'il s'appuie sur un socle. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, qui est le socle du programme Avenir Lyon-Saint-Étienne, autrement dit le PALS, qui a déjà permis de mettre un certain nombre de choses en place, notamment beaucoup en travaillant en équipe, et qui a montré la capacité de l'Université de Lyon à faire et à délivrer, comme on dit. Merci. C'est une étape importante parce que nous sommes dans cette candidature qui est une candidature complexe, sur laquelle la compétition n'est pas mince. On sera jugé sur nos actes. Et la reconnaissance en 2012 des qualités de Lyon qui a amené à l'attribution du programme d'avenir Lyon-Saint-Étienne, c'est-à-dire 27 millions, nous a permis de nous placer aujourd'hui, non pas en termes de promesses d'avenir, mais en termes de réalisation. Et ces réalisations, c'est celle qui fait notre crédibilité. Il est important, j'ai rassemblé ici uniquement des choses essentielles, mais qui nous distinguent réellement par rapport aux autres sites. C'est-à-dire dans chacune des grandes mouvements qui étaient mis en œuvre par le programme PALS, on a juste pris un exemple. Sur la recherche, ce sont 7 nouvelles équipes accueillies venant d'endroits comme Boston, Zurich, Rome, c'est-à-dire des équipes internationales qui, avec les moyens que nous avons mis, ont choisi de venir monter et poursuivre leur carrière scientifique à Lyon. Ce sont plus, sur 27 millions, ce sont plus de 13 millions qui ont été consacrés à la recherche et dont la performance a été reconnue par les évaluations récentes. C'est la stratégie internationale, parce qu'effectivement, il n'y a pas de grand projet sans un grand accueil international, et l'agence Ulysse, opérée par la Fondation, est quelque chose qui est maintenant copié à l'échelle du territoire. C'est la même chose en termes de formation, et il y sera revenu peut-être plus tard sur le dispositif docteur-entreprise avec le MEDEF. C'est-à-dire cette défense du doctorat, ce rôle que nous avons à jouer d'insertion des docteurs de plus en plus dans la société française, en reconnaissant que ce temps qui est pris lors de la thèse, où il s'agit de développer quelque chose de nouveau, et non seulement, pas seulement de répondre à des questions dont le professeur connaît la réponse, c'est cette grande étape, celle du doctorat, c'est quelque chose dont nous avons besoin, et dont nous avons de plus en plus besoin dans la société, former des gens qui sont capables d'appréhender le nouveau. C'est la boutique des sciences en termes de diffusion des savoirs, la boutique des sciences et qui est maintenant comparable à ce qu'on trouve dans certaines science shops, par exemple en Hollande ou en Allemagne, et qui fait ce lien avec la société. Cette manière de pouvoir placer des étudiants, par exemple, auprès des associations, c'est-à-dire de renforcer le tissu, les interactions entre le tissu académique et le tissu social. Enfin, et il en sera question plus tard avec l'intervention de Alain Asquin et de Hugues-Benoît Catin, c'est Bilis et la fabrique de l'innovation, c'est-à-dire la manière dont nous allons booster l'entrepreneuriat, la manière dont ce territoire et le milieu académique entend jouer tout son rôle dans la croissance entrepreneuriale de la région et du pays. Merci Jean-François. On va prendre tout de suite un exemple en ce qui concerne Docteur Entreprise et je vais appeler Dominique Sanchette à nous rejoindre ici et se mettre à côté de Jean-François Pinton s'il veut bien. PDG d'une entreprise qui s'appelle Robatel Industrie, sans doute plus un ETI qu'une PME, en tout cas une entreprise installée de longue date dans la culture rhodanienne. Et votre histoire est intéressante, est assez révélatrice parce que vous êtes spécialiste de longue date, vous avez une expérience dans l'industrie nucléaire, vous fabriquez des emballages et tout d'un coup la commission les autorités de sûreté ont décidé de changer les matériaux qu'ils vous imposaient comme étant les matériaux d'emballage. Donc votre habitude de travail depuis une soixantaine d'années a dû être réinventée. Vous n'aviez pas cette compétence en interne. Vous êtes tourné via le programme Docteur Entreprise vers l'Université de Lyon. Vous avez trouvé cette compétence en interne, vous l'avez même recrutée, si j'ai bien compris. Et aujourd'hui, ce sont des nouveaux brevets, des nouveaux marchés qui s'ouvrent, et voilà, de nouvelles conquêtes et une nouvelle aventure pour Robatel Industrie. Racontez-nous un peu ça.
Oui, merci. Vous avez été un tout petit peu rapide. Sûrement. Les brevets ne sont pas encore déposés, mais ça se prépare. Effectivement, 187 ans, ça commence à faire, dont 60 ans dans le nucléaire. Je tiens à rectifier quelque chose, parce que s'il y avait des représentants des autorités de sûreté, ils n'imposent rien. Ils contrôlent. Bon, simplement, nous utilisions pour nos emballages, depuis 60 ans, du bois pour amortir les chocs. On n'a rien trouvé de mieux. Le problème, c'est que, comme vous le savez, certainement, le bois brûle. Et donc, ce qui était acceptable il y a 60 ans, il y a 50 ans, il y a 10 ans, l'est de moins en moins aujourd'hui. Donc, il fallait trouver autre chose. Nous sommes allés aux États-Unis pour nous développer là-bas, ce que nous avons réussi d'ailleurs à faire, mais nous n'avons pas eu le choix. Il a fallu acheter donc un produit de remplacement qui est une mousse qui ne brûle pas, hein, aux États-Unis. Et donc, on avait un fournisseur et un seul, et de plus étranger. Donc, immédiatement, j'ai lancé une recherche à mon retour en France. Nous avons commencé à travailler avec l'École centrale de Lyon pour faire un petit peu l'inventaire des mousses disponibles. À l'issue de cet inventaire, nous avons trouvé une mousse qui répondait non seulement à la question, mais en plus, le fabricant de cette mousse ne voulait plus la fabriquer. Ce n'est pas son cœur de métier, et le nucléaire, vous le savez, est très demandant en termes d'assurance qualité, en termes de papier. Ce n'était pas du tout sa tasse de thé. Donc il avait dit « j'arrête ». Ben, nous, on n'a pas eu le choix, nous avons repris l'activité. Nous sommes mécaniciens, nous sommes soudeurs, nous sommes ingénieurs, nous ne sommes pas plasticiens. Donc, comment fait-on? Voilà, nous avons repris contact via Docteur Entreprise et notre syndicat métallurgie avec l'Université de Lyon, et nous avons trouvé le laboratoire qui connaît tout, je l'espère, ou presque, sur les mousses. Voilà. Donc nous avons embauché un jeune universitaire qui va préparer sa thèse chez nous. Ça fait 1 an qu'il est là. Les progrès sont tout à fait satisfaisants. Et donc le but, c'est évidemment de s'approprier la technologie qui est nouvelle pour nous, mais surtout d'aller plus loin, parce que le produit que nous avons récupéré aujourd'hui, c'est un produit qui est équivalent au produit américain. Nous ne voulons pas être suiveurs, nous voulons être les leaders. Donc l'objectif, c'est clair, c'est trouver une nouvelle formule qui nous permette d'être un cran au-dessus des autres. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup, bravo. C'est aussi ça, Jean-François Pinton, l'IDEX. Ça sert à recruter, déposer des brevets, conquérir des marchés. Merci beaucoup pour votre témoignage, merci beaucoup. On va accueillir maintenant un autre témoignage. J'appelle Madame Quentin-Millet pour nous parler de Sanofi Pasteur et pour peut-être rebondir sur un propos de Guy Lévy que j'ai noté tout à l'heure qui parlait de complexité. Parce que quand on a préparé cette soirée, vous m'avez dit mais trouver des exemples c'est compliqué parce qu'il y en a une multitude. En tout cas, le travail qui est fait déjà depuis quelques années par l'Université de Lyon et qui est prolongé d'une certaine manière par cette candidature IDEX, c'est un travail important parce que, vous m'avez dit, quand c'est plus lisible, ça incite davantage. Et c'était intéressant de vous écouter pour nous parler un petit peu des atouts du territoire et pourquoi, vu d'un groupe comme le vôtre, c'est intéressant de travailler avec le territoire lyonnais. Merci. Donc, tout d'abord, c'est vrai que renforcer est un mot bien choisi. Parce que, comme vous le savez tous dans cette salle, en fait, c'est pas le projet, on n'a pas attendu le projet IDEX pour commencer à travailler ensemble. Et ça s'inscrit dans cette continuité. Et je pense par ailleurs que cette université de Lyon suit aussi pleinement cette logique. Et alors c'est aussi ce qui en fait sa force, puisqu'en fait, comme ça a été dit, le socle est fort. Alors pour un grand groupe comme celui pour lequel je travaille, c'est-à-dire Sanofi, un écosystème de la santé, c'est quelque chose de clé. Mais un écosystème, ce n'est pas juste une juxtaposition de grandes universités, des grands hôpitaux, un monde économique qui est actif, que ce soit des grands, des moyens ou des petites entreprises, et puis des acteurs politiques impliqués. C'est tout ça
mais tout ça qui collabore ensemble, qui coopère ensemble. Et c'est ça qui fera la différence. Alors, par exemple, vous allez me dire, mais concrètement, ça veut dire quoi, hein? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'ai choisi de vous donner plusieurs petits exemples pour vous montrer qu'en fait, cette coopération, elle est à plusieurs dimensions. Et peut-être des dimensions auxquelles vous ne pensez pas forcément. Alors, dans le domaine, par exemple, de l'éducation, Sanofi contribue à certains masters, des masters Erasmus Mundi ou le master de biosciences, que pour citer cela. On contribue également à l'accueil de stagiaires. Alors, on sait bien que dans le cursus universitaire, les jeunes gens ont besoin de faire des stages. On apporte aussi, par exemple, notre contribution à certaines conférences. Alors, on peut citer Lyon 6 Bio ou le forum d'infectiologie. Et là, ce qui est très important, c'est qu'il y a des gens qui travaillent au niveau de l'université, dans différentes structures, en fait, qui coordonnent ces forums ou disons ces colloques. Et ceci contribue directement en fait au rayonnement de la place de Lyon au niveau international. Donc c'est vraiment important. Et puis bien évidemment, il y a les collaborations scientifiques. Alors on peut citer par exemple deux, parce que la dengue est à la mode. Donc nous collaborons avec le laboratoire du docteur Lavillette et aussi celui du docteur Lemoine, par exemple, pour de la spectroscopie de masse vraiment de pointe. Donc vous voyez que il y a de nombreuses façons de coopérer. Et en fait, dans le mot renforcer, moi, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il faut aussi trouver des nouvelles façons de coopérer, d'innover dans la coopération, parce que je pense que ça, c'est vraiment important. Alors, probablement, à ce stade, vous devez vous dire, OK, pourquoi vous faites tout ça, quoi? Je vais juste vous citer un exemple. Qui, à mon sens, est extrêmement parlant. Il y a quelques années, vous allez voir, c'est tout récemment, en fait, la direction générale de la R&D de Sanofi a décidé de revoir un peu son empreinte géographique au niveau du territoire français. Et après diverses études, la décision a été prise de relocaliser le centre en maladies infectieuses, ce qu'on appelle l'unité thérapeutique stratégique en maladies infectieuses à Lyon. Il est bien évident que cet écosystème qui est reconnu a contribué à ça. Et donc, en cette année 2015, au printemps, nous avons accueilli exactement 90 personnes qui ont été relocalisées à Lyon, de la R&D de Sanofi qui venait d'ailleurs. Alors voilà, l'IDEX a pour ambition de contribuer à cette marque académique de l'Université de Lyon. Et dans un monde de plus en plus complexe, cette lisibilité est extrêmement importante pour beaucoup d'entre vous, mais pour nous aussi, pour un grand groupe, comme je viens de l'illustrer. Il y a des décisions stratégiques en fait qui sont prises, et donc cette lisibilité, ce rayonnement est absolument clé. Et c'est pour ça que nous soutenons sans réserve l'IDEX. Pour que ça devienne aussi, d'une certaine manière, un actif stratégique et au service de l'attractivité du groupe. Vous avez dit beaucoup de petits exemples. Vous avez dit, en blaguant un peu, la dengue est à la mode. Très sérieusement, c'est une actualité très importante pour votre groupe. Vous avez eu, il y a quelques jours, une autorisation de mise sur le marché du premier vaccin contre cette maladie endémique, qu'est la dengue. D'abord, on peut vous féliciter et expliquez-nous en quoi c'est en partie issu de cet écosystème qui travaille ensemble depuis, j'imagine, de très nombreuses années. D'abord, dites-nous un mot sur cette autorisation de mise sur le marché, qu'on ait l'occasion de vous applaudir, et puis expliquez-nous comment c'est arrivé ici. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, la dengue est une maladie virale, une fièvre hémorragique, pour laquelle il n'y a absolument pas de traitement, hein, soyons clairs. Donc en fait,
c'est de l'hospitalisation, éventuellement la gestion, si je puis dire, de la fièvre, mais il n'y a vraiment pas de traitement. Et cette maladie progresse dans le monde. Elle est transmise par ce moustique, le moustique tigre, vous savez, dont on entend souvent parler. Et aujourd'hui, elle est endémique dans 128 pays du monde, ce qui met à risque à peu près 4 milliards de personnes. Alors, nous avons depuis 20 ans travaillé, alors en collaboration avec une petite biotech. Alors, elle se situait à Boston, c'est comme ça. Et depuis 20 ans, nous travaillons à développer ce vaccin qui est vraiment la première réponse, quelque part, de prévention vis-à-vis de cette maladie. Et donc, tout récemment, nous avons obtenu son autorisation de mise sur le marché au Mexique, mais d'autres pays suivront. Alors oui, c'est en collaboration à Lyon. À Lyon, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. Et donc, ce sont les équipes de R&D avec des collaborations au sein de l'université, comme j'ai pu y faire référence. Et c'est ici que ça s'est passé. Je dirais le centre névralgique était à Lyon, puisque bien évidemment, notre développement nous a amenés dans de très très nombreux pays, notamment pour la phase de développement clinique, puisqu'il fallait bien évidemment aller dans les pays là où la dengue était endémique. Donc je vous remercie. Bravo et merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Donc on voit bien, on aura d'autres exemples à la fois de grands groupes et de PME tout à l'heure dans ce chemin un peu à double sens, attractivité, performance à l'export et en même temps capacité à faire venir ici ou réimplanter des sites de recherche stratégique.